Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire organisé par le Centre Ressources de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive basé à Lyon. Je suis Aude, la documentaliste webmaster du Centre Ressources. Et nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir les docteurs Jérôme Brunelin et Frédéric Asbart, qui vont nous proposer une perspective croisée entre neurosciences et psychiatrie clinique autour de l'impact du stress sur les troubles psychotiques. Je vous remercie de votre attention et je laisse à présent la parole à nos intervenants. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, nous sommes tous les deux ici pour parler de stress et psychose. Donc, je suis Frédéric Asbart, je suis maître de conférence à la faculté de médecine Lyon-Est en psychiatrie, praticien hospitalier à l'hôpital de Levinatier, dans un service d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale. Donc, j'interviens avec Jérôme Brunelin. Bonjour à tous, merci pour avoir organisé ce webinaire. Donc, je suis Jérôme Brunelin, je suis chercheur en neurosciences au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et après l'intervention de Frédéric, je vous montrerai des résultats qu'on a acquis au sein du laboratoire depuis une dizaine d'années et qui s'intéressent à mesurer et à modifier la réactivité au stress chez les sujets atteints de schizophrénie et les sujets à risque de développer une schizophrénie. Et puis, on aura une quinzaine de minutes, je pense, pour les questions où on répondra tous les deux. Voilà. Donc, je vais débuter ma présentation. Je vais enlever mon masque pour que ce soit un petit peu plus convivial. Bien, donc, comme vous l'avez compris, la présentation se fera en deux parties. On va d'abord parler de choses plus cliniques, en posant un peu un certain nombre de bases. Alors, je vais défiler le PowerPoint sur la notion de psychose, sur des éléments plutôt de physiopathologie, comment des perturbations cérébrales peuvent donner lieu à des symptômes. On parlera ensuite des causes, notamment autour des aspects génétiques, mais également de l'environnement, ce qui nous amènera à la notion de stress et de toutes ces interactions au cours de l'histoire de vie entre une personne et des éléments stressants, avec quelques pistes de réflexion sur ce qu'on peut faire en termes d'intervention, de prévention. Et puis ensuite, on fera un résumé des travaux de recherche des dernières années, comme l'annonçait mon collègue Jérôme. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la psychose? En fait, je pense que vous êtes pour beaucoup familier de ces notions-là, mais comme le terme est souvent utilisé à tort et à plusieurs acceptations, enfin, je préfère qu'on définisse les choses pour savoir de quoi on parle. Donc, on parle d'une altération de l'esprit, avec une perte de contact avec la réalité, avec l'idée que la psychose peut perturber le contenu de la pensée, mais aussi son déroulement, peut altérer le jugement, la manière dont on interprète le monde au sens large. Donc, on va parler de psychose ici. Alors, certes, on va beaucoup évoquer la schizophrénie, qui est une forme de psychose, mais un certain nombre de perturbations qu'on va évoquer là peut arriver également dans d'autres circonstances. Alors, classiquement, quand on parle de symptômes psychotiques, on les décrit en symptômes dits positifs et symptômes négatifs. Bon, alors c'est assez simple hein, comme vision, en disant que les symptômes positifs, c'est ce qui se présente en plus du fonctionnement habituel, avec le délire, les hallucinations,
les troubles de l'organisation de la pensée, le comportement désorganisé. Les symptômes négatifs, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de la perte, ce qui est en moins, perte de plaisir, perte de motivation, retrait social, troubles cognitifs. Alors, il y a d'autres descriptions qui existent, avec notamment des descriptions en 3 dimensions, avec la désorganisation et les troubles cognitifs qui constituent une dimension à part. Mais voilà, enfin, je partais plutôt sur une définition assez simple. Alors, si on considère au sens large la psychose, ça affecte approximativement 3% de la population. Alors, dans quelles circonstances peuvent apparaître des symptômes de psychose? Alors, dans d'assez nombreuses circonstances, pas exclusivement dans la schizophrénie, dans les intoxications aux drogues, particulièrement le cannabis, des réactions à des stress dans des contextes traumatiques. Donc là, on va y revenir dans la suite du topo. On peut également avoir ce type de perturbation dans les troubles bipolaires, quand l'humeur varie à l'excès dans un sens ou dans l'autre. À un moment, des symptômes psychotiques peuvent apparaître dans certaines dépressions. Et bien sûr, dans la schizophrénie, qui est probablement la circonstance où les manifestations psychotiques sont le plus étudiées. Alors, si on raisonne autour de caractères possiblement progressifs des troubles, les états schizophréniques sont souvent s'inscrivent dans un continuum et souvent précédés d'états psychotiques plus transitoires et de symptômes annonciateurs qui sont les prodromes. Ce qui a amené d'ailleurs à décrire toutes ces formes atténuées, ces formes intermédiaires, afin de faire de la prédiction et de l'intervention précoce pour éviter la transition vers des symptômes plus installés. La schizophrénie, qui va être plutôt la base de nos propos, là aussi, c'est des choses que vous avez sans doute pour beaucoup en tête. C'est une pathologie qui touche approximativement 1% de la population. On dit aujourd'hui plutôt un peu moins, plutôt 0,6, 0,8, avec globalement autant d'hommes que de femmes atteintes, même si probablement qu'il y aurait un peu plus, une incidence un peu plus élevée chez les hommes et des formes cliniques différentes et malheureusement un peu plus péjoratives. Le début est le plus souvent entre 15 et 35 ans, enfin en tout cas plutôt dans la période de l'adolescence et jeune adulte, et les conséquences sont importantes avec la question du risque suicidaire et du taux de suicide qui est à 10%, une perte d'espérance de vie de 15 ans en moyenne et des conséquences sociales, familiales, professionnelles importantes, parce qu'il justifie qu'on doit se donner les moyens de prévenir et de traiter cette problématique. Alors, on va en venir maintenant un peu plus à la question des mécanismes qui peuvent donner lieu à des symptômes psychotiques et donc qui ont été étudiés le plus dans la schizophrénie. Donc, ça, c'est des travaux qui datent d'il y a maintenant 20 ans. En fait, dans la trajectoire du développement cérébral, il y a un phénomène qui est un phénomène normal, qui est l'élagage synaptique. En fait, on perd en quelque sorte de la matière grise dans certaines régions pour éliminer les connexions cérébrales, les connexions synaptiques qui ne sont pas forcément les plus opérantes pour maintenir celles qui doivent être les plus efficaces. En fait, c'est comme un peu un réseau routier où finalement on va aller éliminer les routes secondaires et favoriser les autoroutes. Ça permet une meilleure intégration perceptive, une meilleure fluidité des processus cognitifs. Maintenant, ce qui a été montré, c'est que dans les troubles psychotiques, en particulier dans la schizophrénie, ce processus pouvait se faire à l'excès et donc entraîner des connexions dysfonctionnelles,
particulier dans les régions fronto-pariétales et temporales. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est cette anomalie, on va dire, de maturation cérébrale, cet élagage excessif, ça va entraîner des anomalies de contrôle au niveau des systèmes de neurotransmission. En pratique, au fur et à mesure de l'adolescence et de l'âge jeune adulte, on met en place un certain nombre de processus inhibiteurs qui permettent de réguler, contrôler notre comportement, notre intégration perceptive. Et dans les troubles psychotiques, ces systèmes inhibiteurs vont être perturbés. Alors, une des conséquences qui peut expliquer un grand nombre de symptômes, ça va être une dysrégulation on va dire, la machinerie dopaminergique. Alors, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui permet, qui est impliqué dans tout ce qui est système de motivation, ce qui permet aussi d'accorder plus ou moins du sens à certains stimuli. Et alors, dans certaines parties du cerveau, la dopamine, du fait de cette absence de régulation fine, va être trop active et va entraîner une attribution excessive du sens à certains événements, à certains stimuli, avec par exemple l'existence d'hallucinations auditives, d'idées délirantes. Et dans d'autres parties du cerveau, en revanche, notamment au niveau des projections frontales, cette dopamine sera trop peu présente, entraînant une baisse de la motivation, des actions dirigées vers un but, et avec comme conséquence des symptômes négatifs. Alors, pourquoi ces perturbations? À quoi c'est dû? On pourrait imaginer des tas d'hypothèses. Est-ce que c'est lié à des aspects génétiques, à des aspects environnementaux? Alors, ces questions se posent depuis maintenant des décennies et on a un certain nombre de réponses. Alors, on n'est ni dans le tout génétique, ni dans le tout environnemental. Je cite pour illustration ces travaux de Gottesman qui, sur cette diapositive, synthétise des études qui sont extrêmement intéressantes et instructives, qui sont des études d'association. En fait, on va mesurer le risque de développer une schizophrénie chez une personne qui est apparentée à quelqu'un qui en souffre également. Ça va être l'étude chez les enfants, chez les frères et sœurs. Et les travaux qui sont les plus particulièrement intéressants, c'est chez les jumeaux monozygotes ou alors chez les deux parents qui ont les troubles. Si on était sur une pathologie purement génétique, on aurait une transmission qui de 100%. Or, ce n'est pas le cas. Mais on a quand même un taux de transmission qui est assez élevé. Et le risque, par exemple, si on a un frère jumeau monozygote qui a une schizophrénie d'en développer une, est plus élevé que la population générale. Il est de 48%, donc contre 1%. Mais malgré tout, ce n'est pas exclusivement lié à la génétique et il y a un certain nombre de paramètres environnementaux qui peuvent faire varier ce risque. Ce qui est une information intéressante parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut agir pour éviter le déclenchement de troubles schizophréniques ou de troubles psychotiques au sens plus large. Alors, un des modèles qui est extrêmement intéressant pour étudier ces interactions et qui va nous guider un peu tout au long de la suite de cette présentation, c'est le modèle vulnérabilité-stress. Alors, qu'est-ce que dit ce modèle? C'est très simple. C'est une forme de continuum. C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas d'un côté les personnes qui ont une schizophrénie, d'un côté les autres. Ce n'est pas du tout ça. C'est plus que chacun a individuellement une vulnérabilité à développer ce type de trouble. Mais en fonction de son environnement, des stress, il va le développer ou non. Un individu très vulnérable le développera plus facilement avec des événements stressants moins importants. Un individu peu vulnérable pourrait malheureusement également aussi le développer, mais avec un stress environnemental plus important. Alors, ça nous amène à la notion de stress.
Qu'est-ce que c'est que le stress? Alors, c'est quelque chose qui doit se penser dans une acception très, très générale. En fait, c'est un terme qui vient de la mécanique. Stresser un métal, c'est le tordre, c'est appliquer une contrainte sur quelque chose. Donc, ça a été décrit par Hans Selye sous la forme de ce qu'il appelait à l'époque le syndrome général d'adaptation. C'est comment l'individu s'adapte à une contrainte et comment il oppose une certaine forme de résistance à une contrainte extérieure. Alors, le stress repose sur une physiologie particulière qui implique plusieurs systèmes, des systèmes hormonaux et des systèmes neurologiques. La confrontation à un stresseur va entraîner, par des cascades endocriniennes, la sécrétion d'une hormone par les surrénales, qui sont les glucocorticoïdes. Et les glucocorticoïdes vont entraîner toute une série de régulations qui font que l'organisme va s'adapter, notamment avec l'augmentation de la sécrétion de sucre, la glycogénolyse, enfin, il y a toute une série de paramètres qui mettent notre organisme en quelque sorte en éveil. Ça va entraîner également la libération d'autres hormones surrénaliennes que sont les catécholamines. Par exemple, vous connaissez tous l'adrénaline, on dit que certains aiment bien avoir de l'adrénaline, par exemple. L'adrénaline, ça modifie le fonctionnement corporel et cognitif au moment où c'est libéré, le cœur s'accélère. En fait, il y a plein de réactions comme ça qui se mettent en route. Et il y a un autre système qu'on va un petit peu développer, qui est le système nerveux autonome, qui se met également en action d'une certaine manière, confronté au stress. Alors, comment penser ça? Alors, ce petit dessin, c'est montrer un petit peu comment est théorisé l'action de ce système nerveux autonome. En fait, il faut le penser dans des réactions très basiques. Quand on est confronté à une agression, qu'est-ce qu'on a comme solution ici? Le combat ou la fuite. Alors, en fonction de la taille de l'agresseur et de l'évaluation qu'on en fait, on peut choisir l'une ou l'autre des solutions. Mais dans tous les cas, pour pouvoir le faire, pour se battre, il faut avoir de l'énergie. Pour fuir aussi, il faut courir. Et donc, pour ça, on a besoin d'activer un système, donc, qui est le système nerveux dit sympathique, qui va accélérer la fréquence cardiaque, diminuer la digestion, parce qu'on n'a pas besoin à ce moment-là de digérer, augmenter la sudation, parce qu'on va chauffer, donc il faut refroidir, augmenter la dilatation des bronches, parce qu'il faut augmenter l'apport en oxygène. Et donc, vous voyez là toutes les manifestations du stress qui, bien entendu, on peut penser qu'elles sont utiles quand on doit combattre le lion, mais c'est peut-être pas très fréquent. En revanche, quand on est soumis à des stress quotidiens, on peut avoir aussi ces manifestations-là qui sont moins utiles et qui peuvent être source de souffrance. Alors, c'est une réaction très ancienne, mais qui est bien conservée. Alors, à quoi ça sert d'avoir toujours cette réaction-là? On peut se poser la question. Vous savez que le moteur de l'évolution, c'est le succès reproductif. Et quelque part, garder ces réactions, c'est sans doute moins coûteux que de les perdre, parce que finalement, sur 100 situations où 99 seraient des fausses alarmes, une situation où on déclenche le bon système et qui permet d'éviter la mort, c'est quelque chose qui peut être utile. Et donc, on peut penser que finalement, cette réaction, même si elle est majoritairement dans la situation de la vie quotidienne inutile, mais à un certain cas, elle peut quand même être utile. Alors, le stress, ensuite, ça a des effets aigus au moment de la confrontation à un stimulus, mais ça a aussi des effets chroniques. Et là, on en vient un peu à l'impact et au risque de pathologie. Si on regarde en haut à gauche sur cette coupe de neurones en immunofluorescence, en fait, l'exposition à un stress
chronique, ça va modifier les neurones avec une diminution de la densité. Toutes ces structures qui permettent de faire des connexions, qui sont les épines dendritiques, elles vont diminuer en longueur, elles vont diminuer en densité, donc ça va altérer la structure du système. Et ça amène à un modèle d'interaction, en fait, qui est dit le modèle diathèse-stress, c'est que un individu donné pour un trouble, quand on pense la vulnérabilité à un trouble psychiatrique, il y a un certain nombre d'éléments de prédisposition génétique. À l'instant T où on prend l'individu, finalement, il y a une expérience accumulée avec parfois des traumatismes qui vont faire que, à un instant T, voilà, l'individu a une vulnérabilité. Confronté à des circonstances peu stressantes, la probabilité d'éclosion d'un trouble psychiatrique est faible. Confronté à des situations plus fréquentes, la probabilité est plus élevée. Et en quelque sorte, à chaque fois, de proche en proche, au fur et à mesure du développement, on peut accumuler les expériences stressantes et augmenter progressivement sa vulnérabilité, mais on peut aussi imaginer l'inverse. Et donc, petit à petit, avoir eu des expériences stressantes, mais diminuer leur occurrence et puis finalement être de moins en moins vulnérable. Et là, c'est un peu le modèle aujourd'hui de développement des troubles psychotiques, c'est que sur le schéma en haut à droite, on a le socle génétique, il peut y avoir un certain nombre de stresseurs précoces, voire très précoces, des stresseurs in utero, puis des événements de vie, la migration, la vie en milieu urbain, qui a été montrée comme étant plus risquée, la rencontre dans l'adolescence avec des stresseurs sociaux, la rencontre avec les drogues, qui constituent également un facteur de stress, et l'accumulation de ces facteurs peut donner lieu à l'émergence de troubles psychotiques par l'interaction dynamique avec le système et les phénomènes de plasticité cérébrale. Donc, j'en ai bientôt fini, je laisserai la parole à mon collègue. De plus en plus, on montre que parmi les personnes qui développent des symptômes psychotiques, on retrouve des expériences négatives tout au long de la trajectoire de vie, notamment tout ce qui est abus physique, violence domestique, les cris à la maison, par exemple, tout ce qui est problématique de harcèlement scolaire. Et dans la diapo de droite, on voit que finalement, la rencontre avec tous ces phénomènes d'adversité sociale vont modeler nos interactions. Finalement, certains peuvent présenter des petites perturbations qui vont à la rencontre de leur environnement, peut-être d'une manière qui n'est pas toujours appropriée, mais si l'environnement, en retour, réagit de manière agressive, il y a quelque chose qui va se renforcer. Alors, ça peut paraître un peu négatif comme ça, mais c'est aussi quelque chose de très intéressant au sens où différentes interventions peuvent constituer des facteurs de protection. Et aujourd'hui, c'est le sens du développement de tout ce qui est soutien à la parentalité, aux démarches de prévention des abus physiques et sexuels, à la promotion de la bienveillance en milieu scolaire, la prévention du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on a des stratégies très structurées de prévention du harcèlement scolaire, sous forme d'expérimentation, par exemple avec un dispositif dont on pourra peut-être parler pendant les questions, qui est le dispositif Sentinelle et référent. Et ensuite, vous avez aussi, plus quand il y a, on va dire, certains troubles qui ont commencé à se déclencher, moyen finalement d'éviter leur progression, de revenir même en arrière et de faire en sorte d'aller vers une situation de rétablissement. Tous les outils de la réhabilitation psychosociale, finalement, visent à réduire la charge de stress. D'une part, ça peut être sur des stratégies psychologiques, en s'armant sur tout ce qui est outils de régulation du stress issus des thérapies cognitivo-comportementales, des outils également comme le mindfulness, qui ont montré également son efficacité sur les symptômes psychotiques, toutes les démarches visant à favoriser la réinsertion sociale, parce que le tissu social joue un rôle de protection pour diminuer la charge de stress. Et ensuite, on a des éléments peut-être plus médicaux. On a vu que les drogues, l'alcool
pouvaient persister à stresser le système. Et finalement, les réduire, c'est aussi agir sur le stress biologique. Le traitement pharmacologique peut jouer également un rôle de protection. Donc, on a toute une série de leviers d'action en permanence pour diminuer ces effets délétères et aller vers le rétablissement. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jérôme Moulin pour la suite des aspects recherche. Bonjour à tous, donc je prends la suite de Frédéric et je voulais vous présenter, comme on vous l'a annoncé, des travaux qui ont été menés dans l'équipe et qui ont pour but de mesurer et de modifier la réactivité au stress chez les patients schizophrènes, mais aussi chez les sujets à risque. Et en fait, pour démarrer ces études, on est parti de deux concepts que Frédéric vous a présentés, qui sont d'une part le modèle vulnérabilité-stress, donc qui stipule que plus on est vulnérable, plus un stress de faible intensité va faire transiter l'individu vers un épisode psychotique ou avoir des symptômes de type psychose. Et à l'inverse, moins il sera vulnérable, plus il faudra des stress importants. Et l'autre concept qui fait démarrer nos études, c'est qu'il y a ce risque génétique qui a été identifié avec donc les siblings là, qui sont soulignés en rouge, qui sont donc les frères et sœurs de patients schizophrènes, qui ont un risque 10 fois plus élevé que la population générale de développer un épisode. Et à partir de ces deux concepts, on s'est dit que si cela était vrai, si on soumettait les individus à un stress standardisé, on allait pouvoir distinguer en fonction de leur réactivité au stress à quel groupe ils appartenaient, et on devrait observer une réaction au stress beaucoup plus importante chez les patients schizophrènes, donc ici en jaune, par rapport à la réaction qu'auraient des volontaires sains. Et les apparentés de premier degré, qui sont des sujets vulnérables, devraient soit présenter une hyperréactivité comme les patients, soit au contraire avoir une réactivité comme les volontaires sains, ou encore avoir une réactivité intermédiaire, ce qui marquerait leur réponse anormale au stress, mais elle ne serait pas aussi importante que chez les patients. Ceci expliquerait pourquoi ils ne développent pas de symptômes. Donc, ce qu'il a fallu d'abord mettre en place, c'est savoir quel stress on allait utiliser pour faire ce stress standardisé. Donc, on a beaucoup d'exigences. Il faut que ce stress soit reproductible, universel, adaptable, qu'il ne dépende pas de l'état mental du sujet, qu'on puisse le contrôler, qu'il soit contrôlable, puisqu'on a évidemment tous des réactions au stress qui vont être différentes d'un individu à l'autre. Et trouver un stress universel est quelque chose de très compliqué quand on imagine des stress psychologiques, qui est la première image qu'on a du stress. Donc, le stress qu'on a utilisé pour contourner ces problèmes de reproductibilité entre les individus, c'est le stress métabolique. Parce qu'en fait, évidemment, on est tout le temps très stressé quand on est en manque de nourriture. Et une façon expérimentale de déclencher un stress métabolique, c'est d'injecter un glucose un petit peu modifié. Donc, vous voyez sur ce schéma qu'on utilise la molécule de droite, donc le 2-déoxyglucose, qui est vraiment très, très proche du glucose. Il faut vraiment être très fort au jeu des 7 erreurs pour se rendre compte de la différence entre ces deux molécules. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les cellules, en fait. Elles ne vont pas se rendre compte que c'est du glucose. Donc, la seule différence, c'est ce qui est souligné ici en rouge, c'est qu'il manque un atome d'oxygène au niveau de ce carbone-là. Donc, ce 2-déoxyglucose va être intégré dans les cellules, dont font partie les neurones. Et le glucose, c'est vraiment le carburant de la cellule, ce qui va lui servir à fonctionner. Et ce 2-déoxydéglucose ne va pas pouvoir être métabolisé, donc ça va être impossible pour la cellule d'extraire l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner à partir de cette molécule par rapport au glucose habituel. Et ça va donc déclencher un signal d'hypoglycémie. Et le système va croire qu'on est en manque de sucre. Et on va donc déclencher une réponse au stress, ce qui nous permet de standardiser ce stress puisqu'on va l'injecter à une dose calculée en fonction du sujet. Donc, comment on va mesurer le stress maintenant? Donc, on sait qu'on va stresser les individus avec ce 2DG. Et quelle mesure on va bien pouvoir faire? Une mesure objective. Parce que c'est pareil, si on demande au sujet êtes-vous stressé, oui ou non, entre 0 et 10, on va avoir une très grande variabilité entre les sujets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mesure biologique. Et la réponse au stress, comme vous l'a dit Frédéric, va enclencher plusieurs systèmes. Donc, le système sympathico-adrénergique, le système autonome. Et en fait, toutes ces molécules vont être des marqueurs du stress qu'on va pouvoir doser. Donc, vous voyez, quand un stress est perçu, on diminue l'activité au niveau du cortex frontal. Donc, c'est la première flèche tout en haut à gauche. Et puis, ceci va avoir toute une cascade de réactions avec des augmentations de certaines hormones et de certaines molécules, dont la CTH, le cortisol au niveau du sang, et puis les neurotransmetteurs
et la fameuse dopamine dont vous a parlé tout à l'heure Frédéric. Donc, nous, on va mesurer au niveau du sang. Donc, on va pouvoir mesurer l'ACTH et le cortisol, qui sont les premiers marqueurs qui vont augmenter au niveau sanguin quand on va avoir un stress aigu. Et puis, on va pouvoir mesurer dans le sang aussi des produits de dégradation des neurotransmetteurs du cerveau, donc notamment de la dopamine et de la sérotonine, qui sont deux circuits de neurotransmission très importants dans la réponse au stress. Et on va pouvoir mesurer des produits dégradés dans le sang, donc on va avoir une mesure très indirecte de ce qui se passe au niveau du cerveau. Mais on peut également le mesurer dans le cerveau. Si on n'est pas trop long, je pourrais peut-être vous présenter des résultats au niveau cérébral. Donc, on va plutôt mesurer ce cortisol et cet ACTH. Et comment on fait pour mesurer cette réactivité? Eh bien, d'un point de vue méthodologique, on va en fait inclure 3 groupes de sujets, un groupe de patients, un groupe de sujets à risque, donc des frères et sœurs de patients schizophrènes qui ne présentent pas de symptômes, donc les sujets apparentés à risque, et un groupe de volontaires sains, c'est-à-dire des sujets qui n'ont pas de liens familiaux avec des individus vivant avec une schizophrénie et qui n'ont pas non plus de symptômes à bas bruit de type psychotique. Et on va les faire venir 2 fois au laboratoire et de manière aléatoire. Le premier jour, ils vont avoir soit une injection du stress en rouge, le 2-DG, le 2-déoxyglucose, soit on va leur injecter du placebo. Puis 15 jours après, ils vont venir une 2e fois au laboratoire et s'ils ont eu le stresseur le premier jour, ils auront le placebo le 2e jour. Et à l'inverse, s'ils ont eu le placebo, c'est le 2e jour qu'ils auront le stress. Donc, ceci nous permet de contrôler pour l'effet stressant de la manip en elle-même, puisque venir à l'hôpital, avoir des piqûres, c'est quelque chose qui est stressant en soi. On va pouvoir contrôler en faisant venir les gens 2 fois, en ayant le stress le premier ou le 2e jour, pour mesurer le vrai effet du stress qu'on injecte et pas le stress de l'environnement qui est en même temps que la manip. Donc, comment on fait? On injecte ce 2-DG, donc on va le doser en fonction du poids de l'individu. Donc, on injecte du 2-DG avec une perfusion à la dose de 40 mg kg, ce qui nous permet d'avoir un stress à peu près équivalent pour tous les sujets qui vont participer à l'étude. Et on mesure la réactivité au stress pendant 2 heures avec des prises répétées sanguines qui vont nous permettre de faire les dosages de l'ACTH et des produits dégradés de la dopamine et de la sérotonine. Donc, on fait une prise de sang toutes les 20 minutes, on installe un cathéter 2 heures avant l'injection du stresseur, et puis on mesure cette cinétique d'augmentation des marqueurs du stress. Donc, ce qu'on s'attend à observer, c'est quand on injecte le placebo, c'est qu'il y ait quand même un petit peu de variation des marqueurs du stress, parce que c'est stressant d'avoir une piqûre, c'est stressant d'être à l'hôpital pour une journée de stress. Mais ce qu'on s'attend, c'est à avoir une réaction bien plus forte quand on injecte le stresseur. Et ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer la différence qu'on observe entre ces 2 jours de test, ce qui va vraiment donc marquer l'effet du stress en lui-même. Et quels sont les résultats de cette expérience? Eh bien, comme on s'y attendait, et comme vous le voyez sur cette diapositive, on a bien mesuré au niveau de l'ACTH, donc le premier marqueur de réponse de l'axe corticotrope de réponse au stress, une hyperréactivité. Donc, on a beaucoup plus d'augmentation de cette molécule chez les patients schizophrènes, donc ici en jaune, par rapport à l'augmentation chez les volontaires sains, les sujets contrôle en bleu. Et chez les sujets vulnérables, les frères et sœurs de patients schizophrènes, on a observé, comme vous le voyez ici en vert, une réponse intermédiaire qui soulignerait que cette réponse au stress aigu pourrait être un marqueur biologique de la vulnérabilité au stress qu'ils ont. De la même manière, avec le produit dégradé de la dopamine, donc l'HVA mesuré au niveau sanguin, on a exactement le même profil de réponse avec une hyperréactivité chez les patients, ici en jaune, par rapport aux volontaires sains, toujours en bleu, et cette réponse intermédiaire chez les sujets vulnérables qui en ferait également un marqueur biologique de la vulnérabilité au stress chez ces individus. Ce qu'on a remarqué également et qui était intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on a observé pour la dopamine et l'ACTH pour la réponse au stress,
Quand on mesure la réponse d'un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui est une molécule qui est capable de réguler la transmission dopaminergique au niveau central, on a remarqué qu'il y avait une hyperréactivité chez les sujets vulnérables. Donc peut-être que cette hyperréactivité sur cette molécule, en fonction de la réponse au stress aigu, va être un facteur protecteur. Et cette hyperréactivité pourrait expliquer que les sujets vulnérables ne développent pas de symptômes malgré leur hyperréactivité de l'axe corticotrope de réponse au stress. C'est qu'au niveau central, ils ont été capables de mettre en place un système compensatoire avec une hyperréactivité d'un autre système qui va venir compenser leur vulnérabilité biologique. Donc, on a bien une hyperréactivité au stress chez les patients schizophrènes et chez les individus à risque de psychose. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'essayer de modifier cette réponse au stress pour essayer à l'avenir de proposer quelque chose comme un traitement préventif, soit de la rechute, soit du premier épisode, donc pour réguler cette hyperréactivité au stress d'une manière encore plus efficace que cette modulation endogène qui peut-être existe avec la sérotonine. Donc je vous ai remis à nouveau cette boucle de réactivité du stress avec l'implication du cortex frontal et de cette cascade d'hormones et de neurotransmetteurs. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est casser cette boucle en essayant d'interagir à l'un des niveaux de la boucle. Et en fait, on dispose actuellement de moyens de stimuler directement le cortex frontal, qui est ce cortex impliqué dans la première étape de gestion du stress, avec des techniques qu'on appelle de stimulation non invasive transcrânienne. Donc, on se dit que si on applique ces techniques de stimulation non invasive transcrânienne au niveau de cette région du cortex frontal qui est impliquée dans la réception du stress et qui va déclencher la première réponse anormale, hyperactive, on va pouvoir réguler toute la cascade. Ces techniques de stimulation transcrânienne, on les connaît bien parce qu'on les utilise beaucoup en psychiatrie, mais à des fins thérapeutiques. Donc, par exemple, on a été capable de montrer dans l'équipe qu'utiliser ces techniques au niveau du cortex préfrontal chez les sujets avec un épisode dépressif allait pouvoir diminuer les symptômes de la dépression. Et on sait que la dépression est aussi liée à des réponses anormales au stress. On a également montré qu'on pouvait diminuer les symptômes de troubles obsessionnels compulsifs quand on appliquait ces techniques de stimulation sur d'autres régions cérébrales cette fois-ci. On a également montré qu'en stimulant ce cortex dorsolatéral préfrontal, on arrivait à diminuer chez les sujets avec des addictions l'envie de consommer le produit addictif, donc comme par exemple chez des sujets avec une dépendance au tabac, mais également avec des dépendances à des produits stupéfiants bien plus invasifs et moins répandus que le tabac, donc avec par exemple la méthamphétamine. Et on a le même effet de diminution de l'envie de consommer chez les addictions sans substance, donc comme par exemple chez les joueurs chez les joueurs pathologiques, donc qui ont une vraie dépendance au jeu et qui n'arrivent pas à réfréner leur envie de jouer. On arrive également à diminuer cette envie qui a une réponse en fait au stress également. Et puis, dans la schizophrénie, on avait montré qu'appliquer ces techniques permettait aussi de diminuer certains symptômes, et notamment les symptômes positifs, comme les hallucinations auditives, qui seraient elles aussi liées à une suractivation des systèmes du stress, et notamment une suractivation des systèmes dopaminergiques. Donc, on utilise deux types de techniques de manière indifférenciée, qui sont soit la stimulation magnétique transcrânienne, qui est la plus connue actuellement pour ses débouchés thérapeutiques, puisqu'elle est considérée comme un traitement à part entière de la dépression. Et on utilise une autre technique, qui est la stimulation électrique transcrânienne, qui est représentée en bas de ce schéma, où on injecte un courant de très faible intensité à l'aide d'une batterie qui a une pile de 9 volts. Donc, les mécanismes neurophysiologiques et les impacts cérébraux de ces deux techniques sont très, très différents. Autant avec la stimulation magnétique, on va avoir un effet très local, mais très intense sur une région cérébrale. Autant avec la stimulation transcrânienne, on va pouvoir moduler l'activité électrique cérébrale sur une région un peu plus large. Nous, on va plutôt utiliser cette deuxième technique, la stimulation électrique, puisque le but va être de moduler la réactivité de tout le cortex préfrontal. Avec la TMS, on a un effet qui est à peu près 2 cm3. Et là, comme on veut stimuler toute la région préfrontale, on va utiliser cette TDCS avec l'ambition de diminuer sa réactivité pour avoir une diminution de la réactivité au stress.
Donc, on utilise cette TDCS, on va l'utiliser avec une anode, une cathode qu'on va placer des deux côtés du cortex préfrontal, à droite et à gauche. Et comme vous voyez le schéma avec le cerveau, on peut modéliser le champ de courant induit au niveau cérébral. Et avec ce montage d'électrodes, on arrive bien à avoir une modification de l'activité au niveau de tout le cortex frontal. Un autre avantage de cette technique, c'est qu'on va pouvoir utiliser une stimulation de type placebo. Et donc, comme avec notre premier stresseur, on va pouvoir comparer l'effet de la stimulation active contre l'effet de la stimulation placebo pour être sûr qu'on mesure bien un effet de cette modification des régions frontales et pas simplement un effet de la prise en charge, de l'effet stressant de la manipulation, de l'expérimentation qu'on veut faire. Donc, maintenant qu'on sait qu'on va pouvoir agir sur cette région cérébrale, on s'est dit qu'on allait appliquer cette stimulation du cortex frontal, donc soit l'active, soit la placebo, pendant qu'on allait stresser les individus qui participent à notre expérimentation. Donc, on a choisi un autre type de stress qui est un peu plus écologique que le stress métabolique et qui est un enchaînement pendant 10 minutes de deux types de stresseurs qui sont d'une part un stress physique, où on va demander aux gens de mettre la main dans l'eau froide, donc l'eau très froide entre 6 et 8 degrés, pendant à peu près 1 minute. Et ensuite, on va enlever la main de l'eau froide et on va leur demander de faire à voix haute devant les expérimentateurs des calculs mathématiques, comme par exemple retrancher de 17 en 17 en commençant à 3012. 3012 moins 17, moins 17, moins 17, moins 17, le plus rapidement possible. Et dès qu'ils se trompent, on les fait recommencer. Donc on fait ça pendant également 1 minute ou 30 secondes. Après, ils remettent la main dans l'eau froide. Après, ils refont du calcul mathématique. Et pendant toute cette phase de 10 minutes, on a également, dans la littérature, pu montrer qu'on avait une très forte libération de cortisol. C'est vraiment un stresseur très robuste. Et donc, on fait l'hypothèse que quand on va stimuler ces régions frontales, on va pouvoir diminuer la réactivité au stress, dans un premier temps, chez des volontaires sains. Donc, voici le design expérimental. J'en profite pour vous présenter également les deux étudiants qui sont impliqués dans cette étude. Donc, Louis Simon au fond, qui est chef de clinique assistant maintenant au pavillon des urgences à Édouard Herriot à Lyon, et à gauche, Ondine Adam, qui est doctorante en neurosciences dans l'équipe. Donc, vous voyez, on a une machine avec l'eau froide. L'eau froide est donc tout le temps maintenue constante. Le stimulateur transcrânien. On fait également de l'électroencéphalographie pour mesurer l'activité du cerveau. Et puis, les consignes avec le calcul mathématique sur l'ordinateur au moment de la manipulation. Donc ici, on n'a pas fait de cathéter pour faire une prise de sang. On mesure le cortisol au niveau salivaire. Donc, on va donner un petit bouchon en coton à mâcher toutes les 5 minutes pour pouvoir mesurer la réactivité du cortisol au niveau de la salive. Donc, c'est quelque chose qui augmente très, très vite, le cortisol salivaire en réponse au stress. Et on mesure une autre mesure indirecte de la transmission dopaminergique dans cette étude, qui est un test de prise de décision. Donc, on sait que prendre une décision, ça implique une libération dopaminergique. Et on leur demande de choisir au niveau de l'ordinateur, on leur fait des propositions et on leur demande si, par exemple, ils préfèrent avoir 38 € tout de suite ou s'ils sont capables d'attendre dans 2 mois pour avoir une somme plus importante, 300 €. Puis on fait varier ces propositions et le délai. Est-ce que vous préférez 10 € tout de suite ou 30 € dans 10 minutes? Et ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer le nombre de fois où ils font le choix impulsif, le nombre de fois où ils veulent cette récompense de manière immédiate, qui est à mesure indirecte de l'impulsivité et de la transmission dopaminergique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des résultats quand on stimule les gens pendant cette épreuve de stress? Donc, au niveau du cortisol salivaire, comme vous voyez ici en orange, quand on fait la période de stress plus la TDCS placebo, on a une forte augmentation du cortisol au niveau de salivaire. On a à peu près 160% d'augmentation. Donc, on a bien une épreuve de stress qui déclenche l'axe corticotrope avec une augmentation de ces molécules de réponse au stress. Et effectivement, quand on fait de la stimulation du cortex frontal pendant le stress, on arrive à prévenir la libération de cortisol. Et comme vous le voyez ici en bleu, la réponse biologique au stress est bien moins importante chez les sujets qui ont reçu la stimulation active que chez les sujets qui ont reçu la stimulation placebo. Donc, on arrive à prévenir la réactivité au stress en réenclenchant ce cortex frontal qui est normalement
inhibée quand le stress apparaît. Quand on regarde au niveau de la cognition, on voit que quand on stresse les individus, donc c'est ce qui se passe ici en orange, quand on compare le nombre de fois où ils choisissent le reward, le reward immédiat, en fait, après le stress, ils ont moins tendance à vouloir de la récompense immédiatement, ils ont plus tendance à mettre du délai, à dire « je préfère avoir la récompense plus tard ». Quand on les stresse, on ne modifie pas leur choix de récompense. C'est-à-dire qu'on arrive à prévenir l'effet du stress, même sur des décisions de plus haut niveau, quand on remet de l'activité préfrontale. Donc, quand on modifie l'activité préfrontale avec le stress, on modifie le nombre de choix, alors que quand on met et la stimulation et le stress, on n'a plus l'effet du stress sur la modification de nos prises de décision. Donc, on est en train de faire exactement la même étude que je viens de vous présenter, mais chez des apparentés de premier degré. Donc, comme cette étude est versus placebo en double aveugle, je n'ai pas encore les résultats. Mais là, j'ai regardé les lignes individuelles de 4 sujets. Donc, comme vous voyez, on a 2 profils de réponse. Donc, les 2 sujets en bas, en orange et en marron et en bleu, ont une augmentation modérée du cortisol en réponse au stress, alors que les sujets 13 et 14, en jaune et gris, ont une réactivité très, très, très forte. Donc évidemment, j'espère que ceux qui ont une réactivité forte sont les sujets qui ont eu la stimulation placebo, et que les sujets qui ont la réactivité plus basse sont ceux qui ont eu la stimulation active. Ça irait vraiment dans le sens de l'hypothèse. Et malheureusement, je n'ai encore pas regardé quelles étaient les vraies réponses, mais on a quand même des profils différents. Et ce qui est intéressant déjà à ce niveau-là, c'est que les sujets qui ont une augmentation modérée augmentent de 180% leur cortisol, alors que nos sujets sains augmentaient de 160%. Donc, on a quand même l'impression qu'on a cette hyper-réactivité, près de 300% chez les sujets. Et quand on applique la stimulation, peut-être qu'on arriverait à réavoir une réactivité normale, ce qui est vraiment dans le sens de notre hypothèse, et ce qui nous permettrait de dire que d'appliquer ces stimulations au niveau du cortex préfrontal pourrait réguler l'hyperréactivité au stress qu'on a chez les apparentés de premier degré. Je ne sais pas quelle heure il est. 47. Ouais, du coup, je ne vais pas vous parler de cette dopamine. Juste pour conclure, finalement, le stress va diminuer l'activité frontale et induire des libérations de dopamine et de cortisol qui sont anormales. Et quand on redonne au cortex frontal sa possibilité de contrôler tout ce système qui s'emballe en fonction du stress, on va pouvoir réguler le comportement et empêcher cette hyper-réactivité, même chez les sujets à risque. Donc, ce qui pourrait éventuellement nous aider à augmenter la prise en charge en aidant les gens à réguler leur stress, que ce soit avec la TDCS ou avec d'autres approches, comme en a parlé Frédéric. Et du coup, je vous remercie de votre attention. Voilà, donc on est disponible pour quelques questions. On va peut-être arrêter le partage pour pouvoir aller dans le chat, peut-être. Ouais. Question plus technique. La réactivité à la noradrénaline. Noradrénaline, on n'a pas mesuré. Donc, on avait mesuré l'adrénaline et ça ne donnait pas grand-chose. La noradrénaline, c'est très compliqué. Je ne sais pas s'il y a des marqueurs PET qui permettent de la mesurer au niveau central. Et au niveau sanguin, on n'a pas regardé de produits de dégradation. Mais ce serait effectivement très intéressant puisqu'on sait qu'elle est impliquée dans la réactivité, dans la boucle de réponse au stress. C'est vrai qu'on fait plutôt du focus dopamine puisqu'on est dans cette idée que la dopamine est très importante dans la schizophrénie, hein, puisqu'il y a cette hyperréactivité dopaminergique qui a été montrée en PET scan. On sait que les antipsychotiques sont des molécules qui bloquent la transmission dopaminergique. On sait que quand on prend des agonistes de la dopamine, on va avoir chez les volontaires sains des expériences de type psychotique avec des hallucinations. Donc, on regarde quand même plus facilement ce qui va se passer au niveau de la dopamine quand il faut faire des choix. Et malheureusement, c'est souvent l'argent qui guide les choix, puisque faire des dosages en plus, c'est beaucoup d'argent et on a rarement beaucoup d'argent pour la recherche, comme vous vous en doutez bien. Il y a des questions aussi.
Alors, vous me présentez, alors je ne sais pas si c'était déjà un peu présenté, mais je ne sais pas s'il faut qu'on en dise plus. Je ne sais pas, oui, peut-être expliquer un petit peu dans quel contexte tu travailles, Jérôme. Il y a ça comme question? Oui, il y a ça. Ouais. Alors, en fait, on travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui est un regroupement de 18 équipes de recherche qui étaient un petit peu éparpillées dans tout Lyon et qui ont été réunies sur un même site pour la plupart des études. Donc, dans un nouveau bâtiment qui est maintenant situé entre l'hôpital neurologique et l'hôpital psychiatrique. Donc, ce qui fait quand même du sens que tout soit regroupé au même endroit. Et c'est également très proche de deux autres centres de recherche en neurosciences lyonnais, qui sont d'une part le SBRI, où il y a beaucoup d'études sur les primates, et l'Institut des sciences cognitives. Donc, sur un même site, le groupement hospitalier Est, normalement, tout est là pour faciliter les interactions entre les cliniciens et les chercheurs, pour que tout le monde aille dans le même sens et que tout le monde puisse répondre aux questions que les uns et les autres ne peuvent pas répondre avec leur approche particulière. Donc, normalement, on est un gros centre pour essayer de faire des recherches de la cellule à l'homme et du modèle animal, du modèle sur tranche jusqu'au patient, et où on a des interactions régulières. Et ce qu'on fait aujourd'hui entre un clinicien et un chercheur, on le fait très régulièrement au niveau de la psychiatrie, puisque notre équipe de recherche en psychiatrie a cette particularité d'être composée à moitié de cliniciens-chercheurs et à moitié de chercheurs non cliniciens. Et on a des réunions très régulières pour essayer d'aller plus en avant sur les mêmes questions, et avec toujours quelque part dans le coin de notre tête ce qui va être utile aux patients au final. Et alors, du coup, ce que Jérôme ne dit pas, c'est qu'il est directeur de l'équipe de psychiatrie. Ah, oui. Donc, je suis membre de cette équipe et je m'occupe donc du service d'intervention précoce pour les psychoses. Et on développe de plus en plus de projets de recherche du coup en collaboration, plus en amont des troubles, pour trouver des stratégies justement pour éviter l'aggravation de symptômes ou pour éviter l'apparition de nouveaux symptômes. Et je travaille également dans le service universitaire de réhabilitation. On a aussi également des recherches en collaboration. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, je sais pas par un lesquelles, épisode psychotique fait-il partie des événements stressants? Et oui, pour la rechute, oui. Oui, alors c'est vrai que l'épisode, alors ça, c'est des choses qui sont de plus en plus prises en compte. C'est-à-dire que à la fois, l'épisode psychotique, c'est effectivement la résultante d'un certain nombre de contraintes et notamment de stress sur quelqu'un qui a une certaine vulnérabilité. Mais en soi, l'épisode a quelque chose de stressant. Enfin, l'expérience psychotique est particulièrement stressante. Euh, alors, cette question-là, elle est aussi pas mal étudiée plutôt dans tout le champ des traumatismes. En fait, aujourd'hui, beaucoup de patients nous racontent leur expérience psychotique comme quelque chose d'extrêmement perturbant, une expérience de laquelle ils peuvent avoir des souvenirs traumatiques, voire des reviviscences. Et aujourd'hui, on fait, dans les approches thérapeutiques, on cherche justement à traiter cette expérience traumatique, à en diminuer les impacts, à aider le sujet de se réapproprier un petit peu soi après cet épisode qui fait un peu effraction. Et c'est vrai que, évidemment, l'accumulation d'épisodes psychotiques a tendance à augmenter le niveau de vulnérabilité. Alors, je vais peut-être répondre aussi à une autre question, et puis il y a quelqu'un qui lève la main. C'était sur la question des techniques. Oui, en fait, ces techniques, elles sont développées donc au sein de l'équipe PsyR2, mais qui est positionnée à l'hôpital du Vinatier.
il y a plusieurs projets de recherche en cours sur différentes populations, que ce soit avec des troubles avérés ou avec des essais thérapeutiques ou ce qu'a présenté Jérôme, plutôt de la recherche pour explorer les mécanismes chez les personnes vulnérables. Et voilà, ces recherches ont lieu au centre hospitalier de Le Vinatier. C'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Si la question, c'est sur les applications thérapeutiques directes de ces techniques de stimulation, donc il n'y a pas qu'à Lyon que c'est disponible. Et on a créé une association qui est rattachée à la FPBN, l'Association française de psychiatrie biologique et neuropharmacologie. Donc, vous pouvez aller sur le site internet afpbn.org. Et normalement, on essaye de lister tous les établissements hospitalo-universitaires ou hospitaliers qui proposent ces techniques de neurostimulation à but thérapeutique. Donc, le plus simple et ce qui est le plus admis, le plus fait, c'est dans le cadre de l'épisode dépressif majeur. Mais il y a aussi des centres qui vont proposer ces techniques pour les épisodes psychotiques ou les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, c'est encore normalement au sein de protocoles de recherche, sauf pour la dépression qui est faite souvent en dehors de protocole. Et la Haute Autorité de Santé est en train de plancher sur un remboursement de la TMS dans la dépression. Donc, bientôt, ce sera certainement beaucoup plus disponible et pas uniquement réservé aux services hospitalo-universitaires dans les hôpitaux. Et ce sera certainement très disponible dans les cliniques ou même chez des psychiatres en libéral. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est encore difficile d'accès et ça devrait changer cette année puisque l'HAS est en train de se pencher sur le dossier du remboursement par la sécurité sociale de cette équipe. Alors, une question, Madame Virginie Tillier. Oui, bonjour, merci. Je suis psychologue, je travaille à l'établissement public de santé mentale de La Roche-sur-Foron, dans le 74, donc on est voisins, et merci beaucoup pour les différentes pistes que vous nous offrez à nous tous qui sommes au contact quotidien des patients soit vulnérables, soit déjà en épisode de psychotique. Ma question, je ne sais pas si vous avez la réponse comme ça, parce que c'est quelque chose d'assez, on va dire, dans un axe thérapeutique. Vous avez évoqué la mindfulness comme étant un potentiel facteur de protection voilà, face à des personnes qui sont soit avec une vulnérabilité génétique, environnementale, soit ont déjà traversé un épisode psychotique. J'ai du mal à envisager cette conciliation, autant que je connaisse, du lâcher prise et du retour sur soi et de la connexion avec ses propres pensées. Hein, je parle vraiment en termes cognitifs là, avec ce que je connais des patients psychotiques. Est-ce que ça vous parle d'une manière ou d'une autre pour m'éclairer, s'il vous plaît? Complètement. Alors, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend. Voire à certains moments, on voyait un peu circuler l'idée que ces techniques pouvaient potentiellement être contre-indiquées, aggraver les symptômes. En réalité, maintenant, depuis plusieurs années, il y a eu différents essais cliniques sur la mindfulness qui ont montré d'une part qu'en termes de sécurité, ça n'entraînait pas spécialement des fins désirables quand on le fait sur des personnes qui sont cliniquement stables. Ça a des effets bénéfiques dans le cadre de la schizophrénie, hein, avec une amélioration dans beaucoup d'études de tout ce qui est symptomatologie générale, symptomatologie dépressive. Mais voilà, on a aussi des études avec l'amélioration de la symptomatologie positive. C'est aussi une technique qui a démontré sa faisabilité dans les populations vulnérables, à ultra haut risque. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui s'accumulent. Il y a des essais en cours. En France, je sais qu'actuellement, il y a un projet dans le cadre un financement PHRC, financement national, qui est mené par des collègues de Nancy sur des personnes qui ont un risque, qui ont des symptômes psychotiques atténués, hein, justement pour diminuer d'une part l'état de souffrance, mais aussi diminuer le risque de transition. Et ici, au service universitaire de réhabilitation,
on a des groupes thérapeutiques qui sont soit inspirés du mindfulness. En ce moment, c'est plutôt ça. Mais on a eu des groupes mindfulness assez stricts dans la méthode. On a le projet d'en remonter un prochainement et les retours des participants sont très bons. Ça se passe très bien. Mais j'avais, pareil, je partageais cette appréhension, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut… alors, il faut évidemment être formé, et à la technique, je pense, et à la clinique des troubles psychotiques, mais c'est des pistes vraiment très intéressantes. C'est sûr qu'on a l'impression que c'est plus indiqué pour les UHR et le premier épisode, mais en fait, ce qui fait du sens, c'est d'utiliser la version plutôt stress-réactivité, le MBSR, et ça va typiquement dans ce qu'on vient de présenter, tout ce qui va diminuer la réactivité au stress va diminuer le risque de transition ou le risque de rechute. Donc, utiliser spécifiquement ce MBSR qui est désigné pour ça, c'est ce qui fait quand même le plus de sens. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En même temps, on arrive à midi. D'accord. Bon, je pense que il me semble qu'on a à peu près tout balayé. Ah, une question de Christophe. Alors, je ne vois pas le nom en entier. Simon. Voilà. Ah. Oui. Oui, pardon, vous m'entendez? Oui. Oui, alors ma question, en fait, alors il y en a une autre qui m'est venue, c'est tout simplement, bon, moi par exemple, je suis bipolaire en l'occurrence. Et je voulais savoir notamment si au niveau scientifique, il y a des études qui avaient été faites sur tout ce qui est technique de relaxation, que ce soit par exemple la cohérence cardiaque, la relaxation, ce genre de choses, sur la réduction du stress ou l'adaptation, ce genre de choses déjà. Oui, alors je sais que c'est des choses, c'est un peu dans la même lignée que la question MBSR, mais je sais que c'est des choses qui s'appliquent assez régulièrement. Par contre, je n'ai pas forcément connaissance de la littérature scientifique sur l'application de ces techniques de relaxation, avec la difficulté toujours de les standardiser. Mais bon, enfin, c'est des choses en tout cas qui sont… alors nous, dans l'équipe, par exemple, où il y a un volet de l'équipe qui s'occupe des personnes avec un premier épisode psychotique. En fait, les techniques de relaxation, notamment plutôt les techniques de respiration, par exemple, ou les techniques basées plus sur le tonus musculaire, c'est des choses qu'on utilise vraiment au quotidien. On a des infirmiers case managers qui sont en contact très fréquent des patients et qui vont les aider à s'approprier ces différentes méthodes, là aussi dans le but de réduire le stress. Il me semble qu'il y a ça aussi dans le cadre de Passeport bipolaire avec des applications sur téléphone mobile où il y a des applications de cohérence cardiaque justement, donc qu'on peut faire chez soi et puis ça envoie les données au médecin traitant. Donc on a ça à Lyon dans le cadre du Passeport bipolaire. C'est un projet qui est porté par la Fondation fondamentale et effectivement où c'est du suivi intensif, du case management. Et il y a aussi des case management spécialement designés pour l'aide aux troubles bipolaires. Donc, ça vaut peut-être le coup de se rapprocher de ce service-là. Alors, Passeport bipolaire, je n'ai pas entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faudrait en fait se rapprocher du centre expert bipolaire de Lyon. Enfin, je ne sais pas où vous habitez. Vous êtes à Lyon? Non, je suis à Royan, moi, en Charente-Maritime. D'accord. Peut-être regarder sur le site de la Fondation fondamentale. D'accord. Et de regarder le réseau des centres experts bipolaires et regarder quel est le centre le plus proche de chez vous pour avoir les informations. Mais en tous les cas, c'est ce genre de choses qui sont faites. Parce que voilà, il y a un très gros effort national sur la prise en charge du trouble bipolaire qui n'était pas du tout optimal au niveau national et surtout très disparate d'une région à l'autre. Et donc, c'est la Sécurité sociale qui a financé 4 centres référents avec beaucoup d'argent. Donc, c'est la loi article 51 de financement de la Sécurité sociale et ça propose des nouvelles techniques et une prise en charge très adaptée
Donc, c'est sûrement quelque chose auquel il faut participer et pour vous et pour les autres pour qu'il y ait quelque chose de plus lissé au niveau national. Ça pourrait m'intéresser. Est-ce que vous savez où ils sont, ces 4 centres? Eh ben, alors, il y a le lien qui est dans le chat. D'accord. Donc, voilà, vous aurez peut-être du coup les informations. Alors, même si, vous n'avez pas forcément un centre passeport bipolaire, ça c'est possible. Il y a très certainement un centre expert pas trop loin et qui pourrait vous donner quand même quelques réponses. Et sinon, excusez-moi, j'avais juste une question que je vous avais écrite. C'était, bon, là, ça concerne tout le monde, je pense. Pour moi, je me pose vraiment la question de l'interaction entre tous les neurotransmetteurs, par exemple, que ce soit la dopamine, sérotonine, adrénaline, au niveau du fonctionnement du stress et de l'adaptation au stress aussi, de la régulation, tout ça. Ouais. Je ne sais pas si… Oui, évidemment, tout ça est très compliqué. C'est très difficile à aller investiguer au niveau central, hein. Donc, la seule façon qu'on a de mesurer in vivo en direct chez les êtres humains, c'est avec le PET scan, et où il faut injecter un traceur radioactif et qui permet de mesurer quelle est notre vraie concentration. Donc, en fait, quand on peut le faire avec une seule molécule, c'est déjà très compliqué parce qu'il faut injecter de la radioactivité à chaque fois. Donc, si on veut en marquer 3, ça veut dire qu'il faut tripler la dose de radioactivité. Et on ne le fait pas trop chez les êtres humains. Donc, Oui, on a donc des modèles animaux, mais évidemment, un cerveau de rat est bien moins complexe qu'un cerveau humain, hein. Donc, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions, mais on sait que toutes ces molécules sont en interaction, mais c'est plutôt ce qu'on mesure sur des tranches de cerveau dans des boîtes. Et une fois qu'on remet tout ça dans la complexité du cerveau, on n'a pas vraiment d'idée de ce qui se passe. D'accord. Et même en utilisant des scanners, en voyant les activations cérébrales, tout ça, c'est pas simple. C'est ça, ouais. Le seul scanner qu'on peut utiliser pour voir la molécule, c'est celui avec la radioactivité. Ah, L'IRM ne permet pas d'aller à ce niveau de détail. D'accord. D'accord, merci. Bon, écoutez, je pense qu'on n'a plus trop de questions. Alors, peut-être on va conclure. Oui, en tout cas, j'étais très heureux de pouvoir faire cette présentation. Merci beaucoup pour votre Allô. écoute. Oui. Oui. Allô. Ah oui, Oui. Désolé du retard. Bon. Et voilà, je pense qu'on va en rester là. En tout cas, un grand merci pour votre écoute, pour vos questions. Voilà, c'était un plaisir. Puis bon appétit. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci encore de votre participation. Et je vous invite le mois prochain pour un prochain webinaire du Centre Ressources. Merci encore. Bonne journée à tous. Au revoir.